بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers étudiants, donc, après avoir défini dans le chapitre 8 les équations du mouvement d'un système à plusieurs degrés de liberté, on commence maintenant à la résolution de ces équations, de ce système d'équations. Bien sûr, comme les systèmes à un seul degré de liberté, il y a quatre cas différents. Le cas où l'amortissement est nul, donc on parle des systèmes non amortis qui soient forcés ou libres, P de t différent de 0 ou P de t est égal à 0. Et on a les quatre cas possibles, donc mouvement non amorti libre, mouvement amorti libre, mouvement non amorti forcé et mouvement amorti forcé. Donc on commence par le cas le plus simple où on a un mouvement libre non amorti, c'est-à-dire on a une force d'excitation sur tous les degrés de liberté qui doit être nulle et l'amortissement de tous les degrés de liberté qui sont nuls. Donc, dans ce cas-là, c'est une structure théorique idéale. Normalement, il n'existe pas, puisqu'on va éliminer l'amortissement et la force d'excitation. Donc, en général, en réalité, c'est une structure beaucoup plus théorique qui va nous permettre beaucoup plus de calculer les caractéristiques propres d'un système à plusieurs degrés de liberté. Donc, on néglige l'amortissement, on néglige la force extérieure. Toute structure a un système de frottement qui va l'amortir. Donc, c'est une structure théorique. Les vibrations qui dépendent de la distribution des masses, de la loi charge-déplacement et de la manière dont la vibration est produite initialement. Donc, bien sûr, on va beaucoup plus faire attention à nos degrés de liberté donc, et de la loi charge-déplacement. On peut imposer des conditions initiales non nulles de telle sorte à faire vibrer la structure selon un quelconque mode normal. Et donc, on va beaucoup plus s'intéresser à ces modes qui sont des modes donc, de vibration qui vont nous intéresser parce qu'on va les utiliser par la suite dans la résolution complète d'un système à plusieurs degrés de liberté. Donc, on va, dans chaque mode normal, propre ou naturel, chaque point de la structure exécute un mouvement sinusoïdal autour de sa position d'équilibre et tous les points passent simultanément par une position d'équilibre et par leur amplitude maximale. La fréquence de vibration est donc la même pour tous les points de la structure, qu'on appelle fréquence propre au mode considéré. Donc, lorsque tous les points atteignent, lorsque tous les points atteignent, lorsque tous les points atteignent leur maximum, la déformée caractérise un mode de vibration. La fréquence la plus petite de toutes les fréquences est appelée fréquence fondamentale. Et donc, en théorie, les problèmes seront résolus en considérant le principe de superposition des modes normaux, ce que j'ai dit par la suite. Donc, on va essayer donc de déterminer la réponse due à une force d'excitation en considérant donc une superposition. Donc, théoriquement, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce mouvement libre non amorti? C'est beaucoup plus déterminer les caractéristiques propres, entre autres les pulsations propres et les modes propres de vibration. Donc, ça, c'est le but des systèmes non amortis libres. Donc, là, vous voyez qu'on peut passer par deux méthodes, la méthode de rigidité et la méthode de flexibilité. Les deux sont les mêmes. Le plus souvent, on préfère passer par la méthode de rigidité, c'est plus pratique. Donc, je rappelle mon équation d'un système à plusieurs degrés de liberté trouvé dans le chapitre 8. Et si j'enlève l'amortissement et P de t, donc, il me reste une équation du type libre non amorti. Donc, je prends les matrices et K de façon complète. Donc, si vous voulez, avec n par n. Donc, ça, c'est la matrice de rigidité. Ça, la matrice masse diagonale. Ça, c'est le vecteur accélération. C'est le vecteur déplacement. Donc, si je veux résoudre ce problème, une des solutions, comme on l'a vu dans le système à un seul degré de liberté, c'est de prendre donc les solutions de type cosinus harmonique. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé la solution transitoire, c'est-à-dire sans second. Donc, maintenant, j'ai n degrés de liberté, donc je devrais avoir n solutions de U supposées en cosinus. Donc, si j'ai besoin du vecteur U seconde par rapport au vecteur U, donc il suffit de dériver deux fois chaque composante de U et retrouver l'accélération de chaque degré de liberté. Donc, je remplace dans mon système d'équations ici et je trouve, si vous voulez, ce type d'équation ou bien de système d'équation, donc après avoir remplacé ceci. Donc là, j'aurai un système à n équations, bien sûr, et n inconnues. Sous forme matricielle, donc je peux l'écrire sous cette forme-là, k moins oméga au carré grand m fois phi est égal à 0. K, c'est n par n. Oméga, donc, c'est un scalaire. M, c'est n par n. Et phi, c'est n par 1.
Donc, bien sûr, pour résoudre ce problème, on l'appelle un problème propre, c'est connu donc en dynamique des structures. Pour résoudre, j'ai à déterminer oméga en même temps et phi en même temps, les deux en même temps parce que j'en ai besoin. Donc, comme phi est généralement différent de 0, la seule solution est que k moins, le déterminant de k moins oméga de 1 est égal à 0 et j'obtiens donc un polynôme caractéristique de ce problème propre qui va me donner n racine de oméga i au carré. Comme 1 et k sont définis positifs, l'équation donc 9.6 admet n racine en oméga au carré. Donc, si j'ai n valeur de oméga, je reviens en arrière et je vais calculer pour chaque oméga. Donc, je remplace ici et pour chaque oméga, je vais calculer le phi correspondant à oméga. D'accord? Donc, comme j'ai dit, j'obtiens n équation. Donc, si je remplace oméga au carré par lambda, je vais obtenir n solutions. Donc, lambda 1, lambda 2 ou bien oméga. Je les classe par ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. Et on a dit qu'en général, la plus petite, c'est la pulsation fondamentale ou bien la fréquence fondamentale. Donc, avec ceci, donc, pour chaque oméga, c'est-à-dire chaque lambda i, je trouve un phi i. Le couple oméga i phi i est appelé mode propre ou normal de vibration. Donc là, c'est classique. Donc, je vais résoudre ceci pour déterminer les phi 1, phi 2, phi n pour un oméga i au carré choisi. Donc, puisque le déterminant est nul, il s'ensuit que le système admet seulement n moins une solution équation active. Une des équations ne rapporte rien. Donc, si vous voulez calculer ça, vous allez trouver que vous ne pouvez pas résoudre ceci. Parce que une des équations est de taux. D'accord? Si vous comparez, vous allez trouver que au lieu d'avoir donc n équations, vous n'avez réellement que n moins 1 équation parce qu'une des équations est répétée. Donc, dans ce cas, comment résoudre ça? On va juste poser une valeur de phi, une certaine valeur de phi, et on calcule les autres valeurs par rapport à cette valeur. C'est pour ça qu'on dit c'est juste un mode propre, c'est juste une façon de vibrer, mais ce n'est pas la vibration en elle-même qui est réellement calculée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose par exemple phi 1 est égal à 1, la première valeur de phi est égale à 1, et on calcule tous les autres composantes par rapport à phi 1. Là, donc, on va le voir sur un exemple, ça sera plus pratique. Deux fois, donc on prend une autre valeur, par exemple, la plus grande valeur de phi est égale à 1, et on va donc beaucoup plus exprimer les autres par rapport à cette plus grande valeur en déterminant les valeurs de ce type, donc par rapport à la valeur maximale de phi. Une fois que j'ai les phi, donc pour chaque mode, je peux les combiner pour déterminer donc la solution qui m'intéresse. Je rappelle que I, c'est UI cosinus oméga IT plus phi. Donc, les valeurs des pulsations propres qu'on a trouvées et qui sont en nombre de n, il faut juste préciser que le nombre de fréquences propres ou bien de pulsations propres est égal au nombre de degrés de liberté totale, bien sûr. C'est une matrice qu'on va appeler grand oméga et on l'appelle la matrice spectrale. Et si j'écris les modes propres que j'ai obtenus, les vecteurs propres, si vous voulez, que j'ai obtenus sur une matrice, ça c'est le mode 1, ça c'est le mode 2. Chaque colonne va représenter donc un mode. En les rassemblant dans une matrice, on obtient la matrice modale qu'on va la noter grand phi. Ça c'est pour la présentation. Donc, un exemple simple, un portique à 2 étages avec des caractéristiques données. Ici, c'est le nœud 2, ici, c'est le nœud 1. Donc, on a les inerties, on a les longueurs, on a les masses si on veut déterminer donc, les périodes et modes propres de vibration de ceci. D'accord? Donc, on reste dans les différentes hypothèses pour que chaque étage va être considéré comme un seul degré de liberté horizontale. Comme ça, on a un système à 2 degrés de liberté. Donc là, la matrice de rigidité, on peut la calculer facilement. Donc, on l'a déjà fait dans le premier exemple introductif. Donc, ça sera K1 plus K2 moins K2 moins K2, K1, M1 et M2. Je vais juste préciser un point important, c'est que lorsque je prends ici le nœud 1 et le nœud 2, il faut toujours respecter cette numérotation partout. Je ne peux pas m'amuser à chaque fois changer la numérotation. Dès que j'opte pour une numérotation, donc je dois travailler avec cette numérotation. Vous avez sûrement remarqué que si je prends ici le nœud 1 et ici le nœud 2, bien sûr, la matrice de rigidité change
le déplacement change, la matrice masse change, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas forcément choisir en bas 1 et en haut 2. Vous pouvez choisir comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'une fois que la numérotation vous avez choisi, vous devez la respecter partout. Donc, la matrice masse, c'est les diagonales, comme j'ai dit. La rigidité, on retrouve donc un élément encastré, donc le fameux 12EI sur L3. Comme j'ai deux poteaux, ce poteau-là et ce poteau-là, donc la rigidité va devenir deux fois les poteaux parce que c'est une sommation, ils sont en parallèle, que ce soit pour le premier niveau ou bien le deuxième niveau. Donc ça me donne K1 et K2, donc égal à ces valeurs-là. Maintenant, je cherche les modes et fréquences ou bien pulsations propres de vibration. Donc, vous voyez que c'est, on a dit, K moins oméga de M. K, ça c'est K1 plus K2. Ça c'est moins K2, et ça c'est K2. Donc, moins oméga au carré M. On a posé oméga au carré est égal à lambda. Ça c'est la première masse, 24 distance 3. La deuxième masse, des 12 distance 3. Donc, en développement ce déterminant, je pense que vous pouvez le faire maintenant. C'est celui-là multiplié par celui-là, moins celui-là, donc multiplié par celui-là. Et on trouve donc une équation en lambda qui va me donner deux valeurs. Lambda 1, c'est 10,4. On a dit qu'on les met par ordre croissant. Et lambda 2, c'est 681. En prenant la racine, je calcule oméga 1 et oméga 2. Pardon, ça c'est oméga 2. Et bien sûr, T1 c'est égal à 2pi sur oméga 1 et T2 c'est 2pi sur oméga 2. Maintenant, pour chaque valeur de lambda, on va essayer de résoudre ce système donc, pour déterminer le phi. Maintenant que lambda est connu, je peux facilement déterminer phi. Donc, si je prends oméga est égal à oméga est égal à 10 secondes, 10 radians par seconde, je vais la remplacer ici, c'est oméga au carré, et je vais retrouver phi 1 et phi 2. Donc, en faisant ce calcul, je répète que si vous voulez calculer ça directement, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez vous amuser donc à vérifier ça. La première équation et la deuxième équation sont les mêmes. À un facteur près, elles seront exactement les mêmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas résoudre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose par exemple phi de 1, ou bien phi 1, ce n'est pas un problème. On pose phi de 1 est égal à 1 et on calcule la deuxième, phi 1. D'accord? Donc, je vais poser ici 1 et je vais chercher phi 1. Par la première équation ou bien par la deuxième équation, c'est la même chose. La même chose pour la deuxième pulsation propre. Donc, ça, c'est oméga 2, si vous voulez, pardon. Oméga 2. Je remplace par le carré et j'aurai donc à déterminer phi 1, 2 et phi 2. De la même manière, si vous voulez résoudre ce système comme il est, vous ne pouvez pas le résoudre parce que l'équation 1 et l'équation 2 sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose par exemple phi de 2 est égal à 1 et on calcule phi 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Phi 1, phi de 1, c'est le premier vecteur. Donc, phi 1 et phi de 1, donc on aura en 2, c'est 1, et en 1, c'est 0,758. Si on trace ça, donc on trouve une forme de ce type. Par contre, pour le deuxième mode, phi de 2, c'est 1, et phi 1, 2, c'est moins 0,6, c'est négatif dans le sens négatif. Donc, on trouve ce mode-là. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que indiquent ces deux modes? Premièrement, ce mode, on l'appelle le premier mode de flexion et ce mode, on l'appelle en général le deuxième mode de flexion. Donc, généralement, c'est le nombre d'intersections avec la verticale qui va vous définir un petit peu quel type de mode d'intersection. On a trois degrés de liberté, on peut trouver le troisième mode de flexion et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un mode maintenant de vibration? Ça veut dire si j'excite ma structure uniquement avec une pulsation du mode 1 et que celui-là est négligé, la déformer, le déplacement réel va être de la forme de ce mode de vibration. Et la même chose, si j'excite donc exactement ma structure en mode 2, d'accord? Celui-là est négligé, donc théoriquement, mon déplacement, là, ce n'est pas la forme parce que phi, ce n'est pas un déplacement. Phi, c'est une forme de déplacement lorsqu'on l'excite avec la pulsation, donc choisie du mode considéré choisi. Donc, par la méthode de flexibilité, c'est le même principe, sauf que au lieu de travailler avec mu seconde plus KU, on travaille donc avec l'inverse qui est la flexibilité de la même manière. Donc, on peut démontrer que mu seconde plus KU, ça va être du type, si on la transforme, ça devient donc F
mu seconde plus u est égal à 0. Donc, c'est le même type. Maintenant, cette solution va me donner donc un problème propre de ce type, de la même manière, puisque phi est phi différent de 0, il me reste le déterminant en flexibilité. Donc, F, c'est la flexibilité, M, c'est la masse. I, c'est la matrice identité. Donc, de la même manière, je peux faire la solution. Donc, le déterminant me donne un polynôme caractéristique en oméga au carré. Il me donne n valeurs de oméga. Et lorsque j'ai les valeurs de oméga, donc je les remplace ici, je détermine les phi. Donc, quelques caractéristiques et propriétés des modes propres pour terminer ce chapitre. Donc, premièrement, on dit que les modes propres sont orthogonaux entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire orthogonaux entre eux? Donc, c'est simple. Si je vais calculer le produit phi I transpose M phi J pour I différent de 0, je vais le trouver égal à 0. Si je veux calculer le produit phi I transpose K phi J pour I différent de J, je vais trouver qu'il est égal à 0. C'est ça l'orthogonalité. Donc, on peut le démontrer facilement. C'est rapide. Donc, à partir de cette équation-là, que je peux l'écrire de cette façon-là, d'accord? Et je peux l'appliquer pour I et pour J. Dans les deux équations. Donc, maintenant, je multiplie la première par phi J transpose, la deuxième par phi I transpose, d'accord? Et je vais voir donc que, puisque la matrice K est symétrique, le produit phi J transpose K phi I et phi I transpose K phi J sont les mêmes. De la même manière, pour les masses, donc, elle est symétrique. Et là, donc, je peux faire la différence des deux et dire que pour oméga J différent de oméga I, j'aurai donc cette partie qui va devenir égale à 0. C'est ça ce qu'on appelle l'orthogonalité. Elle est très intéressante. Cette orthogonalité, on va la retrouver lorsqu'on passe à vibration Corchet et la résolution des systèmes avec une excitation différente de 0. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc, on a trouvé la matrice de lucité, donc cette valeur-là. La matrice masse, cette valeur-là. Le phi 1, premier mode de vibration, c'est celui-là. Et le phi 2, c'est celui-là. Donc, ça, c'est l'exemple de tout à l'heure. Si je veux calculer phi 1 transpose M phi 2, donc c'est pour I différent de J, on va trouver, donc, par rapport à M est égal à 0. Et si je, par rapport à K, phi 1 transpose K phi 2, on va trouver qu'il est égal à 0. Donc, on voit bien que nos modes sont orthogonaux par rapport à la masse ou bien par rapport à la rigidité. Deuxième caractéristique, c'est la normalisation des modes propres. En général, c'est lorsque j'ai dit tout à l'heure que le système que j'ai obtenu, je ne peux pas le résoudre parce que j'ai une équation qui ne sert à rien du tout. Donc, on pose une des valeurs égale à 1 et on calcule les autres composantes. Des fois, donc, on passe par soit est égal à 1, soit on prend le plus grand déplacement et on lui donne 1, soit on normalise par rapport à la matrice K ou la matrice M et on calcule le tout par rapport à cette normalisation. C'est cette dernière qui est intéressante et la plus utilisée dans les logiciels et le plus souvent la normalisation est prise par rapport à la masse. Donc on normalise souvent par rapport à la masse, c'est-à-dire sachant que phi I transpose K, phi I est égal à 1 ou bien phi I transpose M, phi I est égal à 1, c'est un scalaire. Donc je peux normaliser par rapport à, si vous voulez, cette masse-là. Donc, je vais prendre MI chapeau, phi transpose infini, et je vais calculer les valeurs des composantes de mon mode propre par rapport à la racine de R. Avec cette normalisation, donc, on peut vérifier que la matrice modale vérifie donc cette égalité qui est égale à l'identité. On va voir donc, on aura l'occasion de voir ça sur des exemples. Voilà. Donc, par exemple, je reviens toujours à mon exemple de tout à l'heure, avec la masse, les phi que j'ai trouvées du premier mode et du deuxième mode. Je vais calculer phi 1 transpose infini. Je vois donc que phi 1 transpose infini, c'est égal à M1 qui est égal à 25,79. Donc là, si j'ai 0,758 et 1, je vais le normaliser par rapport à la racine de M1. Ça va être donc 1 sur racine de M1 multiplié par les composantes 0,758 et 1. Et là, je trouve donc des vecteurs normalisés. Ils sont très utiles dans, par exemple, la méthode de superposition modale. La même chose pour le deuxième degré de liberté M2. Donc, on trouve 22,45 et je vais normaliser par rapport à cette valeur de 22,45. Donc, vous trouvez des vecteurs normalisés. Maintenant, donc, la matrice modale, pardon,
elle est normalisée. Et si vous multipliez phi transpose m fois phi, vous allez trouver l'identité donc de façon précise. Là, c'est pour ça qu'on l'appelle la normale. Et c'est cette méthode-là qui est utilisée dans tous les logiciels en général. On normalise par rapport à la masse. Voilà, donc, ceci termine. C'est un chapitre un peu court, mais ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est le calcul des valeurs de vecteurs propres, c'est-à-dire des pulsations propres et des modes propres de vibration. Je répète et j'insiste, ne confondez pas un mode de vibration avec un déplacement. Un mode de vibration, c'est une forme de déplacement lorsqu'on excite la structure avec la pulsation du mode consigné. Par contre, un déplacement, c'est la participation de tous les modes, de toutes les formes de vibration vont participer pour donner un déplacement qui est, lui, dû à une charge d'excitation. C'est le but, si vous voulez, du chapitre 11, parce que dans le chapitre 10, on va citer les différentes méthodes numériques qui nous permettent de calculer les fréquences et les modes propres lorsque le système est très, très important, c'est-à-dire lorsque le nombre de degrés de liberté est vraiment très important, parlant de 1000, 2000 jusqu'à des milliers de degrés de liberté, donc des milliers de valeurs de vecteurs propres de notre système à plusieurs degrés de liberté. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai donc avec le chapitre 10. Merci.